La valorisation de l'espace culturel, la valorisation du patrimoine culturel congolais consiste à répertorier l'ensemble des éléments de notre patrimoine qui pourraient être emblématiques et représenter le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans esprit partisan. C'est répertorier aussi tous ces artistes qui sont dans l'ombre et qui font des œuvres qui sont souvent pillées et vendues à des prix très chers dans les musées occidentaux, tandis que ces créateurs croupissent dans la misère et la galère. C'est aussi avoir une conscience que la bande de l'océan Atlantique que nous avons chez nous n'est pas une erreur de Dieu qui s'était dit, tiens, si je mettais un peu d'eau ici, ces gens-là, ils vont voir des poissons et puis c'est bon. Non. Et puis les Béninois vont faire la pêche. Non. La valorisation de cet espace, la conscience que nous avons cette bande et que certains pays à l'intérieur du continent n'ont que le sable, c'est important de le savoir. La valorisation aussi de notre patrimoine culturel, même national, passe par la reconnaissance des édifices, des bâtiments, des monuments qui sont là. Il ne s'agit pas seulement d'aller dépoussiérer, je ne sais pas, un truc de monument de Débraza ou quoi là, ça c'est l'histoire coloniale, on le sait, se fait. Mais est-ce que quand vous allez par exemple dans notre propre pays, valoriser le patrimoine, c'est avoir une avenue, Soni Laboutansi, Tikaya, Félix Tikaya, ou Tikaya Outamsi, Emmanuel Dongala, bref, tous ceux qui ont fait Franklin Boukaka, etc., etc. C'est une réflexion globale qu'il faut avoir. La valorisation de ce même patrimoine national congolais, c'est aussi répertorier ceux qui font la fierté du pays à l'étranger. Il y en a qui sont cachés. Les Wilfried Sondé, les Dongala, nous autres, nous ne sommes que ceux qui dépassons l'iceberg, mais dans les profondeurs abyssales, même de la culture, il y a des Congolais qui travaillent dans l'ombre, qui parfois ont tourné la tête ou bien qui ont tourné le dos au pays parce qu'ils savent que la création artistique qu'ils font ne sera jamais appréciée ad valorem par les leurs, parce que nul n'est prophète en son pays. Si vous voyez quelqu'un faire des statuettes, on va dire, oh, regardez ce que ça là, la statuette n'est pas bien, il sauve. Non, il n'y a pas de... Un artiste, un créateur, c'est important. Les musiciens, les peintres, tout ce qui a les circuits. La ville de Pointe-Noire ou la ville de Brazzaville a une histoire. Qui s'est occupé de retracer cette histoire? Et je crois que dans le projet de votre association, de votre structure Visiter les Congo, j'avais entendu, je ne sais pas si c'était vous, quelqu'un qui me demandait, on va faire visiter le Pointe-Noire en passant par mes romans. C'est ce que j'avais... C'est vous, je pense, hein? Voilà. Donc c'était, je pense que vous m'avez écrit dans ce sens, et je ne vous avais pas bloqué puisque j'avais répondu, je crois. Donc c'est un grand projet. Et ça pose le problème globalement en Afrique où on a toujours pris la culture comme étant simplement le divertissement. On fait la culture juste pour avoir Miss Congo et devoir passer les nombrils et se dire, bon, moi, il me faut celle-là. Non, il faut réfléchir à une culture qui dépasse les festivités de Miss Congo ou bien des FESPAM. Ce n'est pas ça, forcément, la valorisation de la culture. La valorisation de la culture passe aussi par la pédagogie de la population qui respecte les choses. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, il prend son coupe-coupe et dit, tiens, j'ai besoin d'un arbre, il va couper un arbre séculaire pour aller faire du feu. Alors que cet arbre aurait pu entraîner des gens qui viendraient visiter là. Donc, on ne peut pas résumer ce projet, mais ça fait partie de ce qui est en moi, où je pense que valoriser le Congo, comme je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un peintre ou quoi, je suis plutôt écrivain, je valorise à ma manière en révisitant les mythes, en révisitant les contes, en révisitant les légendes, en reparlant des endroits qui ont fait le Congo-Brazzaville. Mais ça doit être une réflexion globale
qui nécessite peut-être un ensemble de producteurs culturels. Et c'est peut-être que la valorisation même de notre patrimoine culturel fera de sorte que une telle initiative nous rendrait plus solidaires et commencerait à créer ce que je recherche depuis fort longtemps, c'est-à-dire l'idée de la nation congolaise, dépassant les divisions internes, les divisions claniques, les divisions ethniques, parce que la culture, elle, même si elle vient de gauche, du nord, du sud ou quoi, en additionnant cela, c'est ça qui crée la patrie. Si notre patrie est souvent divisée par des querelles intestines, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur les fondements culturels de notre nation. Et la valorisation du patrimoine culturel du Congo entraînera forcément de manière positive cette sorte d'unité, de fierté, parce qu'on viendra tous comme des gens qui viennent au chevet d'une nation, parce que de toute façon, une nation qui n'a pas de culture est une nation perdue. C'est une nation, c'est un peu une culture de McDonald's. Au lieu de vous préparer du vrai faux-bois, je ne sais pas, au poisson fumé, comme faisaient nos mamans, ben on est obligé de vous faire du fast-food. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture congolaise qui est une culture de fast-food, sans identité propre, sans attachement propre. Elle est devenue une sorte de bouillon dans lequel l'insipidité du goût repousse n'importe quel Congolais à chercher à goûter ce genre de soupe qui ne veulent rien dire. Et donc, on révigore tout cela par le biais de la musique, par le biais de la peinture, par le biais de la littérature, par le biais de l'architecture de notre pays, par les grands sites, par la rénovation des sites comme celle de Diosso, par la rénovation des endroits comme les chutes de Lufulakari, par la réflexion sur la salubrité des rives du fleuve Congo, mais encore plus loin encore pour aller voir dans les régions, dans les villages. Les villages peuvent être des endroits touristiques. Vous-même, vous avez dit que il y a des gorilles argentés qu'on voit à 2 heures de quelqu'un, mais il y a d'autres animaux argentés qu'on peut voir ailleurs, qui se retrouvent dans d'autres régions. Mais comme les villageois n'ont pas eu, ou les Congolais qui sont là n'ont pas eu des pédagogies, des civismes du patrimoine, ils ne savent pas que ça fait partie du patrimoine national et par voie des conséquences du patrimoine universel, donc qui peut bénéficier des subventions de l'UNESCO et autres institutions pour cela. Mais ça, il faut réfléchir, ça, il faut travailler. Est-ce qu'on est prêt dans la réflexion? Est-ce qu'on est prêt dans le travail? Est-ce que nous ne prenons pas trop vite les solutions de rapidité? C'est bien beau d'aller au bord de la Seine, tu dis c'est à moi, je construis une maison. On n'a pas le droit de construire là. Moi, la dernière fois où je suis allé à Pointe-Noire, les gens commençaient même, ils vont construire un jour sur l'eau, parce qu'ils étaient presque au bord de l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout propre. Ben oui, mais ça appartient à un tel, un tel, un tel, un tel. Je ne donnerai pas le nom. Après, on va dire encore que Mabakou, il parle trop, il est impoli sans le savoir. Donc, voilà. Il y a cette conscience. Le patrimoine culturel ou le patrimoine national congolais est en train d'être bousillé par le Congolais lui-même, par l'inculture ou la mauvaise, ou peut-être l'inconscience de ce que cela pourrait rapporter, non pas à un individu qui en a pris la propriété, mais à l'ensemble des Congolais, parce que quand un peuple est culturellement respecté dans le monde, toutes les portes lui sont ouvertes. Il va partout. Pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les Jamaïcains, ils nous ont légué le reggae, ils nous ont rêvé le mouvement du Rastafari, et puis ils continuent à nous donner les Usain Bolt, etc., etc. Mais il faudrait qu'un jour que nous ayons aussi des fiertés un peu disséminées dans tous les arts, dans tous les domaines.
tout le monde, je me présente, je suis Dave Mafula. Modestement, je suis le dirigeant d'un parti qui s'appelle les Souverainistes. J'étais venu ici pour écouter, pas pour parler. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. On a parlé de la valorisation du patrimoine. Je suis quelqu'un de beaucoup attaché à la culture. Et aujourd'hui, je me pose la question sur la langue. Nous, au Congo, nous avons deux langues, le Lingala et le Munkutuba, qui sont des langues nationales. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de valoriser le patrimoine, je pars du principe que la langue est une première ou un premier élément de notre patrimoine national. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand je suis à Brazzaville, je vois des parents qui disent à leurs enfants de parler le français. Le Lingala, il n'est pas parlé. Le Munkutuba, il n'est pas parlé. Et pire encore, ceux qui parlent français donnent l'impression d'avoir une supériorité par rapport à ceux qui parlent le Lingala ou le Kutuba. Alors moi, je voudrais juste savoir une chose. Alain, quelle est votre réflexion par rapport à nos langues, nos deux langues? Parce que moi, je pense que nos deux langues peuvent être des éléments pour souder l'unité nationale qui est aujourd'hui mise en cause. Merci. Merci beaucoup. Bon, on ne dirait pas deux langues, c'est genre. On a plusieurs langues. Hein? Voilà. Donc on a deux langues d'audience nationale. Le Munkutuba ou Kikongo, c'est quoique le Kikongo c'est aussi une langue qui peut avoir des nuances par rapport au Munkutuba. Et le Lingala, c'est évident qu'il faut avoir un débat sur ces langues. C'est évident que nous avons perdu en la personne de M. Nzokanga, quelqu'un qui défendait la langue lingala. C'est évident que nous avons tous baigné à cette époque où il y avait Georges Mbana dans son émission Lissa Pongé qui réunissait à la fois Kinshasa et Brazzaville. C'est évident que la réflexion linguistique est essentielle puisque la langue est un véhicule qui permet de prendre la température de l'identité ou des identités dans une nation. La langue est un élément de fierté, la langue est un élément aussi d'échange et la langue est un élément de courtoisie. Ça fait toujours plaisir si vous allez imaginer que si je me retrouve dans une région du Nord et que même si je suis du Sud, si je parle une langue du Nord, je vous assure que la quantité de nourriture qu'on va me donner en haut là-bas va dépasser celle de celui qui parle normalement cette langue. Il y a toujours... Prenez l'exemple. Aujourd'hui, si vous allez en Suède, si vous êtes un Africain que vous parlez le suédois, tout s'écroule. Tout le monde est content. Vous allez rentrer là où vous ne pouviez pas rentrer. Parce que vous avez rendu fiers les Suédois de voir que leur langue a voyagé. C'est la même chose. Quand vous voyez les Français parler le Lingala ou les Français danser le Dombolo, les vidéos circulent à une vitesse vertigineuse, hein, parce que c'est partout. Donc je pense que ça fait, vous avez raison, partie de cette valorisation du patrimoine national. Mais en même temps, il faut faire attention aussi parce que la question des langues est très sensible dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de sociétés africaines. Ça peut être l'objet aussi d'un enfermement, ça peut être l'objet aussi d'un territoire même d'hégémonie linguistique. C'est-à-dire la langue ne doit pas s'imposer aux gens, la langue doit servir de fédérateur. Et il y a des zones, si vous venez aux États-Unis, si vous allez à Miami, l'espagnol est plus parlé que l'anglais. De la même manière, si vous allez à Bakongo, on parle plus de l'Ari ou le Congo que le Lingala. Donc à chaque spécificité régionale ou de quartier, il faut voir quel type de réflexion on doit faire. Et ça doit inclure aussi peut-être les éléments de réflexion, dont peut-être qu'une des erreurs qui ont été faites pendant longtemps, peut-être qu'on n'a jamais eu de ministère des langues. Ça serait montrer que
par la langue, on essaie de faire la cohésion nationale. Et dans votre parti politique, c'est très bien que vous teniez à cette question-là et je m'en réjouis. Quant à moi, je côtoie toujours les linguistes, je discute avec beaucoup de spécialistes de ces langues africaines et j'ai discuté beaucoup avec les doyens Zokanga sur le Lingala, dont je voudrais vraiment étudier l'étymologie. Ça me permettrait de mieux comprendre beaucoup de sociétés congolaises. Avez-vous trouvé satisfaction à votre question? J'ose croire, je présume. On va passer à la suivante. Il y a Herman Yoka là-bas. Mon cher Alexis, on reprend d'abord Tanawa, ensuite... mais c'est Tanawa là? Oui, oui. Ah non, mais c'est bien. Mais plus que 3 personnes. Mais moi je croyais que vous étiez avec moi aux États-Unis. Vous êtes revenu? Ah d'accord. Moi depuis... Ah oui, on vous attend. Et je vois même derrière vous, là, il y a mon grand frère, mon Gali, qui est derrière. Merci beaucoup de nous réunir. J'ai écouté d'abord des chansons, j'étais très content. Mais il y a une chose que je comprends. Vous venez de dire un truc qui m'a fait réagir. Vous parlez de langue. Mais moi, je suis un Congolais qui est né à Bissa. Donc moi, je suis un Congo. Donc je suis un Bélé, je suis un Banzabi, je suis un Muteke. Moi. Merci Tanawa, en tout cas ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de vous revoir et vous êtes parmi les monuments culturels congolais vivants qui avaient étendu notre rayonnement artistique à l'étranger. Mais il ne faut pas que nous soyons pessimistes quant au Congo. Hein. Dans la diaspora, si diaspora congolaise ici, je suis persuadé qu'il y a des énergies qui ont le souci du pays et qu'évidemment, comme dans toute diaspora, il y a des problèmes. Simplement, il y a une chose qu'on oublie, c'est que pour atteindre un objectif, il faut travailler. Et moi, j'ai l'impression que dès que je parle de travailler, de réfléchir, il y a toujours un grand problème qui existe là, parce qu'on aime toujours qu'on vous apporte déjà la nourriture bien prête, avec des fourchettes, des cuillères et la table pour manger directement. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir, je suis Célestin Tamansi. J'aimerais poser 2 petites questions qui prendront la la première, je souhaiterais revenir sur les lumières de Pointe-Noire. On a entendu ici dans la conversation certaines interventions, Pointe-Noire, c'est récurrent. Alors, donc sur les lumières de Pointe-Noire, je reviens après la page 219. Je me souviens plus des pages. Hein. J'ai le livre. Donc c'est le petit format, donc page 219. Bon, après la page 219, ça va vous revenir à l'esprit. Oui, si vous on a deux photographies. On a le lycée Karl Marx. Très bien. Et à côté, on a les élèves. Monsieur Noumoulou Prosper. Oui. Donc la première question, est-ce que ces 2 images sont, pour vous, disons, le point de départ, la cheville ouvrière de votre épanouissement? Ça, c'est la première question. Toujours à la page 219, vous écrivez « Dans la vie, nous devons sans cesse être interpellés par la pensée des grands auteurs. » Vous, aujourd'hui, grand auteur, il faut se le dire, quel héritage de pensée et de réflexion laisserez-vous à l'endroit de la jeunesse congolaise en particulier et africaine en général qui vous suit heure par heure, jour par jour? Wow. Bon, mais pour aller plus vite, je pense que cette image du lycée Karl Marx, c'est de mon professeur de philosophie au lycée, Nibonou, que j'avais revu, hein, puisque la dernière fois j'étais à Pointe-Noire il y a 5 ans, donc après 23 ans d'absence, donc je l'avais revu là-bas. C'était un professeur qui m'avait marqué, et le lycée Karl Marx, c'est un lycée qui m'a marqué parce que ça avait la particularité d'être à côté de la côte sauvage, et au lycée, j'ai commencé à écrire des poèmes.
Donc quand je m'ennuyais, puisque j'étais nul au ballon, j'étais nul au basket, les mathématiques j'aimais pas, je prenais un carnet, je marchais le long de la plage et puis je voyais des cormorans passer, j'écriais les cormorans sont passés et puis j'ai gardé. Ça a fait que j'ai commencé la poésie, je l'ai écrite sur les bords de l'océan Atlantique, donc à côté, dans les lycées Karl Marx, que j'ai décrit beaucoup dans mes livres. Et Prosper Nimbono, il est pour moi un modèle. C'est quelqu'un qui voulait vivre comme les philosophes. C'est-à-dire qu'il marchait, il ne regardait même pas s'il y a des voitures qui vont traverser la rue. Il avait une bague avec une tête de mort. Et parfois, moi je passais, je le voyais à l'arrêt de bus, il avait une barbichette de philosophe, et puis il regardait le ciel et parlait tout seul. Et moi je voulais être comme ça. Donc voilà, je voulais être comme ça, mais la barbichette ça poussait pas, la philosophie ça marchait pas. Et puis quand il était en classe, je me mettais là quand il parlait de la philosophie, mais on était attirés. Et la grosse barre servait de taper sur la table pour réveiller. Je m'appelle au cours, quelle est la 11e thèse de Ludwig Feuerbach dans la fin de la philosophie classique allemande? Et là j'étais là. Et là je répondais, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Et là il disait, voilà. Et donc je pense que ça a formé indirectement peut-être mon esprit dans cela. Et puis sur la deuxième question sur les élites, c'est compliqué souvent, hein, parce que dans la jeunesse, il faut donner des exemples. C'est tout. Si l'enfant me voit voler dans un magasin de Christian Dior, il va voler. Mon grand frère, il a volé, c'est normal. En plus, il a volé, il est devenu riche. Mais s'il me voit jouer au football et devenir comme Thuram, il va faire la même chose. S'il voit que dans l'écriture, parce que au Congo, c'est simple, les gens croyaient que pour être célèbre, il faut être musicien comme Papa Wemba ou Kofo Olomide. Mais tout le monde ne sait pas chanter. Tout le monde n'a pas la voix de Papa Wemba. Tout le monde n'a pas les excentricités artistiques de Kofi Olomide. Ou dès qu'il fait une mélodie, les deux Congos sont obligés de s'arrêter pour danser. Donc les orchestres, ça pleut là-bas au Congo. Tout le monde a un orchestre. Hein. Tout comme au Congo, tout le monde, on pensait qu'en s'inscrivant à l'UNEAC, l'Union des artistes, on était écrivain. Le Congo, c'est le seul pays qui avait des écrivains avec des cartes. Moi, je me rappelle que j'étais là-bas, tu n'as pas ta carte, donc tu n'es pas écrivain. Alors qu'il a fallu que je vienne en France pour comprendre que pour être un écrivain, il faut publier un livre. Au Congo, non. Il avait sa carte, et puis il publiait, prochain livre à publier, il y avait 20. La dernière fois que j'étais arrivé, la jeune, j'étais à l'hôtel, parce qu'à l'hôtel, quand j'arrivais, il y avait toujours au moins des jeunes qui arrivaient, ils étaient 50, 60, qui attendaient. Et chacun avait le manuscrit sous les aisselles. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vous vous asseyez là, grand frère, et puis vous lisez nos manuscrits pour dire s'ils sont bons. Il y a 60 personnes avec des manuscrits, il y en a un même 700 pages. J'ai dit non. Il commence, il dit non, prenez, ça prendra même pas 3 heures. J'ai dit, mais attendez. Donc, ces jeunes, il faut leur expliquer qu'il faut travailler, il ne faut pas rêver déjà de ce qu'on va devenir. On devient ce qu'on est en train de construire au jour le jour. Donc, ces jeunes, en quelque sorte, pensent que quand quelqu'un est célèbre, en musique, en littérature ou quoi, que c'est arrivé comme ça, il dormait dans sa couette, on l'appelait, tiens, viens faire ceci. Non, c'est un travail de longue haleine. Vous pouvez, quand vous ouvrez un livre, vous êtes content, ça vous fait rire, vous avez lu l'histoire, mais imaginez l'écrivain, il ne dort jamais. À minuit, il est dessus, à 2h du matin, il est dessus, à 3h, il est là-bas, à 4h, 5h. Il y a des jours où parfois, quand je suis inspiré du matin jusqu'au soir, je fais qu'écrire. Mais après, voilà, le lendemain, tu te laves, tu portes une chemise, tu fais comme si c'était heureux. Quand tu viens en parler à la radio ou à la télévision, les gens sont contents. Mais on voit la transpiration qu'il y a derrière. Et nous sommes dans une culture où la transpiration n'est plus respectée. On pense toujours aller plus vite que la musique. Et à la fin, on fait des pacotilles, une sorte peut-être de création qui se détruit d'elle-même. Donc à ces jeunes, chaque fois qu'ils m'écrivent,
je leur dis déjà, il faut commencer à lire, il faut commencer à faire ceci, il faut se méfier des fausses idoles, il faut prendre le temps de remplir sa tête plus régulièrement qu'on remplit son ventre. Parce que si vous remplissez plus le ventre et la tête reste vide, ça va résonner dans sa vacuité et on va le ressentir. Remercier l'assistance d'être venu à cette manifestation et remercier également les Ziana TV et tous ceux qui organisent cette chaîne de la diaspora congolaise. Et puis aussi m'excuser de ce retard, mais vous comprendrez que nous étions dans une longue réunion où on discutait avec des amis autour du cercle de réflexion que j'ai créé. Ça a pris un peu plus de temps, mais c'est pour notre bien qu'on discutait et je pense que ça rentrait dans le cadre de cette valorisation que nous voulons pour le pays. En tout cas, mes excuses pour ce long retard. Merci beaucoup.